Il y avait un gros choc au programme la nuit dernière, c'est celui entre Boston et Cleveland, les deux meilleures équipes de la conférence Est. Un choc qui a tourné à l'avantage des Celtics, hein. Les Celtics qui continuent de montrer qu'ils sont capables de battre les Cavaliers. Je crois que c'est la deuxième fois en 3 matchs qu'ils battent Cleveland cette saison. Victoire 112-105. Shai, c'était pas le plus beau match de l'année, mais Boston continue de prouver qu'il y a une espèce de remontée après une espèce de période, pardon, ça fait beaucoup d'espèces, mais après une période un peu délicate de la part des Celtics, ça va mieux. 4e victoire de suite, et là une victoire du coup assez convaincante forcément quand tu bats une équipe de Cleveland qui avait perdu que 3 matchs à domicile avant celui de la nuit dernière. Ouais, moi je trouve que c'est une victoire importante quand même parce que justement Boston a besoin de ces victoires-là contre des adversaires directs, des rivaux. C'est la deuxième victoire en 3 matchs pour eux contre les Cavs cette saison. Tu l'as dit, c'est à domicile où ils sont impériaux, les Cavs, quasiment depuis le début de l'année. En plus, Boston a eu le contrôle du match, je trouve, pendant les 3 quarts de la rencontre. Ils ont eu 15 points d'avance. Et les Cavs se sont fait le forcing et ils sont revenus à la fin. Et là, Boston a mieux géré le money time. Mais c'est pas une victoire comme ça banale, je pense. C'est le signe peut-être que les Celtics arrivent à mieux s'équilibrer. Tu vois, là, il y avait au niveau du scoring, il n'y a pas eu un seul mec qui a scoré. T'as Tatum, White, Porzingis, Brown qui sont dans la même fenêtre de points. Ça fait 4 victoires de suite, je crois, pour Boston, c'est ça? Ouais. Ouais, 4 victoires. Il y en a besoin parce que New York, derrière, perd pas beaucoup de matchs non plus et qu'il n'y a que 2 victoires d'écart. Donc, c'est très bien. Je pense que c'est une victoire importante. Et même, tu as raison, c'est pas le plus beau match de la saison, mais vu la qualité de l'adversaire, c'est notable quand même. Ouais, il y a notamment le premier quart-temps, il y a énormément de ratés des deux côtés, de balles qui tournent autour du cercle. Les Cavs, de manière générale, d'ailleurs, ont shooté à 11 sur 39 à 3 points. Eux, ils peuvent se rassurer avec ça. Les Cavs, c'est de se dire, mais on a quand même eu des bons tirs, on les a pas mis. Après, il y a eu une bonne défense des Celtics aussi. Tu as raison, les stars se sont relayés. Jalen Brown a commencé très fort. Je crois qu'il met les 12 premiers points. Je crois que c'était ça. 12 premiers points du match pour Boston, c'est lui. J'ai beaucoup aimé l'apport de Kristaps Porzingis dans la raquette. Il a notamment contribué à éteindre, avec des guillemets, Evan Mobley, dans le sens où Mobley a été limité à 3 sur 14, 7 points seulement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs actions où c'est Porzingis qui l'empêche de conclure de près, soit en contestant le tir, soit en bloquant le tir. Il y a 2 contres aussi pour Porzingis. Donc Porzingis reprend ses marques. Non, c'est clair, tu as raison. C'est une victoire intéressante et convaincante pour les Celtics. Tout en étant, ils ont été assez maladroits, hein, mais Porzingis a raté beaucoup, même Tatum, c'est pas un match exceptionnel, mais dans l'idée d'un match qui ressemble à ce que tu vas affronter en playoff, moi j'aime bien ces matchs-là un peu qui ont cette atmosphère-là, et Boston, là, ils ont prouvé qu'ils étaient là, quoi. Ouais, ça prend un petit avantage psychologique. Ouais. Il y a un Il y a- super dunk de Donovan Mitchell sur ouais. Porzingis aussi. On Oui, oublie oui, il lui par refait contre, le crochet complètement. voilà, il a un méchant jump et c'est un gros dunker quand même. C'est un Mitchell, j'ai trouvé. J'ai pas vu le match en entier. J'ai regardé. J'ai essayé de tout regarder, mais j'ai pas pu tout regarder. Mais de ce que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était un des rares Cavs qui était vraiment tranchant. Après, il y en a qui ont manqué d'adresse, tu vois. Garland, par exemple, il avait 25 points, mais je l'ai trouvé moins présent que Mitchell, qui était à 31 points. Après, Jarrett Allen fait ses 17 points, 18 rebonds. Mais voilà, Mitchell était en mode patron. Il y a juste un truc que j'ai remarqué qu'il faut surveiller, je pense, même si c'est pas s'inquiéter. Mais le niveau offensif de Jrue Holiday, ça fait plusieurs matchs d'ailleurs que je me fais cette remarque. C'est vraiment, on est sur une baisse. Et du coup, je suis allé voir ses stats mois par mois. Et Ouais. effectivement, il a commencé à 51% au tir sur octobre. Il descend à 44, puis 42. Là, on est à 28%, 22% à 3 points. Pareil, donc évidemment, ses moyennes de points baissent. Et c'est vrai qu'après, du coup, j'ai percuté que Jrue Holiday avait quand même déjà 34 ans. Ouais. Il va avoir 35 ans. Alors, je pense que de toute façon, vu que c'est la 5e option offensive, c'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout. Tu vois, c'est pas lui qui va devoir faire la différence dans tous les cas. Mais ça sera intéressant de voir s'il y a un regain à un moment d'énergie ou d'adresse, plutôt d'adresse, je pense, au moment des playoffs. Mais ça fait sur des trucs à la marge, notamment si on est dans le cadre d'une finale, tu vois, d'une finale NBA. C'est des trucs à la marge qui peuvent peser. C'est de savoir, est-ce que tous mes role-players de luxe ont été au niveau, ou est-ce qu'il y en a un qui a pas répondu présent, que ce soit lui ou un autre, d'ailleurs, c'est pas pour cibler Holiday. Mais voilà, à suivre, est-ce que Holiday, il y a une remontée de son adresse et de ses stats à un moment, ou est-ce que juste c'est ce moment-là, ça peut être les playoffs, tu vois, genre à la fin de saison régulière, on s'en fiche un peu, mais est-ce qu'en playoff, il y a mettre ses tirs à 3 points notamment,
C'est un truc, je pense, à surveiller du côté de Boston. Ouais, t'as raison. Allez, on peut enchaîner avec le retour de Joel Embiid. Joel Embiid, évidemment, il y avait 2 matchs. Il y a 2 matchs en back-to-back contre. Je vais être méchant un petit peu. Il y a 2 matchs en back-to-back pour Philly. Il y a Dallas sans pivot, vu que Lively est blessé et qu'Anthony Davis est blessé. On parlera après du fait qu'Anthony Davis est blessé. Et il y en a un autre contre le Heat de Bam Adebayo. Évidemment, c'est contre Dallas qui fait son retour. Victoire des Sixers 118-116. Je taquine. Un très bon retour de Joel Embiid. 29 points, 11 rebonds, 10 passes, triple-double et victoire de Philly du coup contre Dallas. Et panier de la gagne pour Embiid aussi. 22 secondes de la fin, c'est lui qui marque le panier pour passer devant. Derrière, il défend bien. Il a fait un très bon retour. C'est pour ça, je suis le premier, tu sais. Nos petites théories du complot, ouais, il choisit l'adversaire contre lequel il revient, etc. Oui, mais il y a aussi que Philadelphie a besoin de gagner des matchs pour essayer de sauver la saison. Donc, au plus tôt il peut revenir, au plus tôt il revient, je pense, tout simplement. Mais il a été bon et il a manqué un mois, ça s'est pas trop vu. Certes, c'était contre un adversaire qui était ultra diminué et particulièrement à l'intérieur, mais je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé pas trop. Tu sais, pas trop encrassé, pas trop en difficulté pour se déplacer. C'était plutôt prometteur, c'était intéressant. Il jouera pas le match contre Miami, sauf s'ils ont revu la règle sur les back-to-back. Mais bon, c'est déjà un point positif. C'est toujours la même chose, pourvu que ça dure maintenant. Yes, bon match de Gershon aussi. 19 points, Ouais. 0 rebonds, 4 passes. Gershon qui a été encore une fois très présent, 7 sur 8 au tir. Il y a 33 points, 13 passes de Tyrese Maxey. Et oui, après, pour les Sixers, il faut enchaîner. Pour Embiid, évidemment, il faut enchaîner. Alors, il ne jouera pas ce soir contre Miami. En face, 34 points de Kyrie Irving. Je voulais parler de la blessure d'Anthony Davis. Parce que c'est vrai que j'avais zappé cette histoire-là, quand on parle du trade à chaque fois, quand on parle de conditions physiques, de joueurs souvent blessés, de la blessure de Doncic. Évidemment, on est obligé de mentionner l'historique de blessure d'Anthony Davis. Et c'est quand même très ironique qu'il soit blessé, en fait. Il arrive blessé à Dallas. Alors, il n'a pas une grosse blessure, mais il a une blessure aux abdominaux. Et les blessures aux abdominaux, c'est très chiant, ça fait mal. Tu ne peux pas jouer si tu n'es pas complètement guéri. Alors, il va rejouer, il va revenir, Anthony Davis. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une grosse blessure, encore une fois. Mais c'est un peu toute l'ironie du truc. Et je vais reprendre la métaphore que je trouve très, très bonne de la part de Pierre Armand, qui nous a donné hier ça dans la late session sur Twitch. C'était Anthony Davis, en gros, c'est le mec qui arrive dans une nouvelle école en cours d'année. Il ne connaît personne. Tous les autres, ils se connaissent. Donc lui, déjà, c'est un peu compliqué, mais non seulement il arrive dans une nouvelle école, mais il doit remonter la moyenne générale de tout le monde. Et là, c'est exactement ce qui doit se passer. C'est qu'Anthony Davis, il y a tout de suite une pression déjà pour être champion, parce que du coup, Harrison, c'est ça qu'il a placé comme barre. Il a dit non, on va jouer le titre cette année. On va être très fort cette année. Donc après, pour être champion, si tu vas en finale de conférence, c'est déjà fort, tu vois. Mais donc, il y a cette pression-là. Mais en plus, en fait, si on regarde la réalité des faits actuels, il va y avoir une forte pression pour ramener les Mavs dans la course, en fait. Aujourd'hui, les Mavs, Shai, ils sont 11e. Oui. Ils sont sortis du play-in. Alors, ils sont 11e. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec ne serait-ce que même la 6e place, tu vois. Mais si tu es un candidat au titre, je suis désolé, tu n'es même pas... comment dire, en vrai, les candidats au titre, il y a des exceptions, mais tu les trouves aux 4-5 premières places. Donc les Mavs ont besoin de remonter vraiment dans la hiérarchie à l'ouest. Et aujourd'hui, 3 défaites de suite, et 11e à l'ouest. Ouais, normalement, il doit revenir assez rapidement parce que sa blessure aux abdos, c'était une semaine, il me semble. Il devait être évalué au bout d'une semaine. Donc, après, ça, c'est l'histoire de Davis depuis quelques années. C'est pas vraiment qu'il se fait toujours le même genou ou quoi. C'est des petites blessures handicapantes au mauvais moment qui l'obligent un peu à serrer les dents. Bon. Donc, je suis pas trop inquiet pour cette blessure-là. En plus, je connais rien aux blessures aux abdominaux. Personnellement, je n'ai pas ça chez moi, donc je peux pas dire il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais non, oui, bien sûr qu'il y a une pression. La manière dont se sont passées les choses et la justification utilisée par Harrison fait qu'ils ont une pression. Que ce soit maintenant, l'année prochaine, tant qu'ils ont ce noyau-là, Kyrie Irving, Anthony Davis, peut-être une autre star s'ils font un coup avant la deadline. Mais on en reparlera peut-être, mais c'est difficile. Et juste un petit point sur Kyrie Irving, parce que je disais hier, moi j'attends de voir comment il se sent quand même. On a eu enfin sa première réaction. Il était choqué, quoi. Choqué, il a utilisé les termes, je suis toujours en processus de deuil. Donc, tu vois, il a même pas botté en touche, quoi. C'est genre, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dingue. On va faire le boulot, mais il est choqué.
il se dit pas, ah, c'est bien, on a quand même une équipe chaude, on va pouvoir. Il est quand même toujours en train de digérer le truc. Et il a dit avec Lucas, il dit mon hermano, ça y est, il joue la carte. Et c'est sensible. Je pense qu'il est affecté, moi. Et bon, ça s'est pas vu sur le terrain. Il a fait un bon match, hein. Mais bon, ouais, à surveiller aussi. Il y en a un autre qui a fait un bon match d'ailleurs, c'est Max Christie, le nouvel arrivant, qui est une très bonne pioche pour le coup, je pense, pour Dallas. Pour le coup, lui, c'est un vrai bon joueur qui va pouvoir leur servir dès maintenant. C'est lui qui est sur le win no on futur, mais c'est pas une star. Mais Max Christie va pouvoir leur servir dès maintenant. Alors, il fait 15 points, 4 sur 4 à 3 points, 9 rebonds. Alors, il sera évidemment pas toujours aussi adroit, mais c'est un vrai bon joueur. Il était déjà bon à Los Angeles. Et lui, pour le coup, est jeune, il a 22 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne pioche pour Dallas. C'est bien d'avoir pu récupérer Max Christie. Après, c'est pas lui qui va assurer l'avenir de ta franchise, mais il va être intéressant, en tout cas dans le cadre de cette équipe qui est un peu compétitive. On viendra après sur le trade qu'ils ont fait justement avec les Sixers de Caleb Martin. Je te propose qu'on revienne dessus un peu après. Et pareil, du coup, on pourra parler des éventuelles rumeurs autour de Dallas. Allez, Houston a caché terriblement. Houston a perdu contre Brooklyn 99-97. Houston menait 97-93 à 8 secondes de la fin. Les Rockets, terribles. Je vais te laisser nous raconter, mais ouais, c'est un gag. Ils sont à 97-93 à 8 secondes de la fin. Bon, déjà, ils font un match poussif, c'est pas fou. C'est Brooklyn qui n'a pas gagné depuis 2 mois à domicile, qui est en tanking total et intégral. Donc, plus 4 à 8 secondes de la fin. Bon, panier à 3 points des Nets, hein, avec le Tosan F. Beaumoine dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps. Mais tu te dis, bon, bah quand même, là, il y a remise en jeu pour les Rockets. Il y aura faute sur eux, ça va aller. Amen Thompson, dont on a dit beaucoup de bien, fait une relance un peu saucisse pour Brooks. C'est intercepté. Panier à 3 points d'Angelo Russell et les Nets repassent devant en 2 coups de cuillère à peau, un cadeau gigantesque. C'est la saison des cadeaux, hein, en NBA, que ce soit sur les trades ou sur le terrain. Et ça va avec une mauvaise série pour les Rockets. Ils sont pas très bien en ce moment. Là, ils avaient récupéré Şengün pourtant. Ça fait 4 défaites consécutives contre un adversaire ils étaient surpris eux-mêmes, hein. Tu le vois sur le banc, ils ont exulté parce qu'ils gagnent plus rien à la maison. Ça faisait 2 mois, quoi. 2 mois, ils sont pas gagnés depuis décembre et c'est un cadeau énorme. Et la mauvaise série des Rockets me surprend un peu et m'inquiète un peu. Bon, voilà. Cette fin de match était assez folle quand même. Ils peuvent perdre leur place sur le podium, hein. Attention, Houston. Denver est derrière, Denver arrive. Ils perdent leur place sur le podium. C'est un match où typiquement on voit les limites offensives de Houston parce qu'il n'y a pas Fred VanVleet. Alors, Amen Thompson progresse à la création, il a 8 passes décisives, il perd aussi 7 ballons. Tu vois, il n'y a pas de. Il y a souvent peu de solutions en fait sur demi-terrain pour les Rockets. C'est un truc qu'on souligne. Et contre les Nets, quand même, ça pardonne pas. Ce que je trouve semi-intéressant, c'est Creed Shepard met 16 points en sortie de banc, mais en étant maladroit. Mais bon, ça prouve que quand il a des minutes, lui aussi peut performer. Et oui, je disais, Houston, le podium est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, après leur victoire contre Memphis, leur double victoire contre Memphis, les Rockets semblaient en mode c'est intouchable, on est deuxième à l'ouest. Ouais. Aujourd'hui, ils ont perdu cette deuxième place. Il y a même 2 matchs d'écart avec Memphis. Et maintenant, il y a Denver qui est juste derrière, qui peut aller gratter sa place sur le podium sur la fin de saison. Ça Denver, on l'avait dit, je me souviens avoir dit, je pense que Denver va inverser la tendance et sera l'équipe numéro 2 à l'ouest. Par contre, des 2 équipes que j'aime bien depuis le début de la saison, là, Houston et Memphis, je pensais plus limite que Memphis allait rentrer dans le rang à un moment et que les Rockets allaient. C'est encore long, hein, mais je n'imaginais pas une série comme ça et des défaites comme celle-là. Là, ça ressemble pas aux Rockets de Udoka. Tu vois, c'est pas trop. J'aurais aimé être dans le vestiaire. À mon avis, il a dû leur remettre un brin derrière parce que c'est quand même un peu le genre de la maison aussi. Ouais, j'aurais plus vu Memphis descendre et au final, c'est les Grizzlies qui assurent et Houston qui est en danger. Mais ça change pas. Je vois plutôt Denver finir deuxième. Deuxième, carrément aller chercher la place de Memphis. Ouais, je pense. Au 2e ou 3e. J'aimerais bien que les Grizzlies restent 2e, ce serait super, mais. J'ai l'impression que les Nuggets manquent de régularité, mais effectivement, de toute façon, après l'All-Star Game, c'est là où on va avoir un peu les équipes candidates au titre monter en puissance. Ils ont combien d'écart? Il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs. 3 matchs, ça se fait, mais ça peut se faire. Mais il manque un peu de régularité. Ouais. L'équipe 5e, où justement finir 4e, c'est pas forcément le bon plan pour les playoffs si les Lakers restent 5e.
Parce que même si l'équipe des Lakers est déséquilibrée, il y aura peut-être des trades, même s'il y a Luka Doncic, j'ai quand même pas envie de jouer un premier tour direct contre Luka Doncic et LeBron James. Tout ça pour dire que les Lakers ont atomisé les Clippers 122-97. C'était le choc de Los Angeles. Ça a tourné largement à l'avantage des Lakers avec un très bon LeBron James, justement. 26 points, 8 rebonds, 9 passes. Il y a aussi 20 points d'Austin Reeves. Lui aussi a été bon. 20 points de Rui Hachimura. Et les Lakers, 5e, mais bien installés en plus à cette 5e place. Ils ont 60% de victoire sur la saison. Les images pendant le match de Luka sur le banc, en train de parler avec LeBron, avec un uniforme des Lakers, avec Bronny James à côté. Enfin, c'était... moi, je vais mettre du temps. Hein. Je vais mettre un peu de temps. Bon, après, il sera sur le terrain, donc ça va être encore il va falloir s'habituer à autre chose, mais juste cette situation-là est folle et le voir sur le banc, ça m'a un peu perturbé. Mais par contre, les Lakers ont été bons. Et c'est plutôt... Alors, les Clippers, complètement à la masse, je les ai pas du tout reconnus. Peut-être parce que les Lakers ont vraiment commencé le match, ils les ont balayés, hein, c'était hyper violent. LeBron, Hachimura, Reeves ont fait des très bons matchs. Et les Clippers totalement aux abonnés absents, alors qu'ils avaient à peu près leur équipe type. Hein. Kawhi était là, Harden, Powell, Zubac. Ils sont passés totalement à côté et c'est à mettre au crédit des Lakers. Il y avait une vingtaine de points d'écart à la mi-temps, ils étaient déjà pliés. Ouais, dès le premier quart-temps, c'était plus ou moins. Ouais. Voilà, mais le truc à retenir, c'est voir Luka au bord du terrain. À nouveau, je le redis, dans une forme physique apparente très loin de ce qu'on nous a vendu. Il n'a pas perdu 15 kilos en 2 jours, hein, les gars. C'est pas... Il m'a l'air tout très bien, il m'a l'air prêt à jouer et ça ne renforce que davantage ma conviction sur ce trade. Voilà. Allez, on peut finir en speed sur les matchs. Les Knicks ont battu les Raptors 121-115 avec 27 points, 20 rebonds de Karl Anthony Towns. Voilà. Kat en grande forme sur ce match. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les Knicks. Ils se sont fait un peu peur. Ils avaient 23 points d'avance et ils se sont fait gratter à la fin, mais ils ont tenu bon. Miami a perdu contre Chicago 124-133. Victoire de Chicago, toujours difficile de comprendre ce qui se passe à Chicago. 24 points, 7 passes pour Josh Giddey, 22 points pour Kobe White. Bref, voilà. Belle victoire. 24 points de Matas Buzelis, quand même 10 sur 10 au tir. Que ça, c'est sa réponse à moi qui lui disait que c'était pas un prospect sur lequel tu pouvais... Il fait 24 points et il rate aucun tir. Hein. 10 sur 10, il fait un vrai très bon match. Et peut-être qu'effectivement, je me suis certainement trompé et qu'il va avoir plus d'opportunités et montrer qu'il a le talent qu'on lui prête et qu'il était digne d'être drafté aussi. Le Heat n'a pas été flamboyant sur ce match-là non plus. C'était quand même c'était prenable comme match aussi. Le Heat qui est aussi pour le coup une équipe un peu irrégulière. Et une équipe qui monte en puissance, c'est Portland. Encore une victoire en back-to-back. Ils ont écrasé les Pacers. Ils ont complètement dominé Indiana 112-89. 22 points d'Anthony Simons. J'ai beaucoup aimé aussi la doublette du banc. Anderson et Sharp ont mis 17 points chacun en étant super bon. Scoot a été ultra déterminant sur le match et notamment aussi dans le 4e quart-temps pour achever complètement Indiana. Il y a 20 points de Jeremy Grant. Bref, en fait, mais Portland a abandonné le tanking. Et tu sais, on parle des Spurs. Tu sais laquelle des deux équipes la réponse est dans la question, mais tu sais que Portland a gagné plus de matchs que San Antonio cette saison? Ouais, c'est juste qu'ils en ont joué plus aussi, mais oui, ils ont gagné plus de matchs que San Antonio cette saison. Ils sont à 4 victoires du top 10, ouais. Mais quelque part, vu la qualité de l'effectif, c'est pareil que si New Orleans, si tu me dis New Orleans, ils sont pas loin de la 10e place, je te dis oui, vu la qualité de l'effectif, ils doivent jamais être à cet endroit-là à la base. Et les Blazers, c'est pareil, depuis qu'on a dit, ou que j'ai dit, je vais assumer ça, parce que vu que j'ai dit, bon non, mais avec Bill possible, je vois pas de progrès, rien. Là, c'est vrai que là, ça fait quelques semaines que c'est assez clair, il gagne des matchs, il joue plutôt bien, il y a une hiérarchie qui s'est établie. Qu'est-ce que j'adore Toumani Camara encore, il a étouffé les Pacers aussi en défense. À Liberton notamment, 0 point pour Tyrese Liberton. Ça rejoint en fait toutes les critiques qu'on avait sur Liberton. C'est pas pour là il a fait un mauvais match, donc on ressort tout ce qu'on a dit, mais en fait, même quand Haliburton il va mettre 35 points, je vais te répéter mon impression sur Haliburton, c'est que c'est pas assez fort individuellement pour faire des différences, pour être constamment l'un des meilleurs joueurs du monde en attaque, tu vois. Mais pour Portland, à nouveau, la qualité individuelle des joueurs, elle est normalement suffisante pour être dans cette zone-là, même être pas loin du top 10, parce que Jeremy Grant, Ayton, quand il a envie de jouer, bon, là, c'est pas son meilleur match, hein, mais
quand il a envie de jouer, c'est quand même un joueur qui a été titulaire dans des finales NBA il n'y a pas si longtemps. Simon, super attaquant. Jeremy Grant, moi j'aime beaucoup aussi. Toumani Camara, j'arrête pas d'en dire du bien. Le banc est vraiment pas horrible, hein. Du Robert Williams, Sharp, Scott Henderson. La Klinga n'est pas là. Taibou est blessé aussi. Ils ont du personnel. Je trouvais juste que c'était pas ultra bien coaché pour une équipe qui pouvait faire mieux. Là, ça, par contre, c'est clairement. C'est quoi? Ça fait 8 victoires en 10 matchs, un truc comme ça? 9 en 10 matchs. 9 en 10 matchs. Et bon, ça peut être la belle histoire de la deuxième partie de saison. Il y a encore du taf, hein, parce qu'il y a 4 victoires de retard sur le top 10, mais bon, c'est bien plus bon, bien meilleur que ce à quoi on s'attendait vu leur début de saison. San Antonio est plus proche du coup de Portland au classement que de la 11e place, même pas de la 10e aussi, c'est quasiment le même bilan des Mavs. Après voilà, San Antonio a récupéré Fox, donc ça va repartir. Il y a des écarts un peu comment dire, un peu faibles, mais là dans cette course à l'Ouest, tu peux pas avoir de coup de mou. Non, c'est clair. Il va falloir pareil, il y aura une petite pression sur Fox et sur les Spurs. Il va falloir vite gagner en fait. Ouais. Si tu perds, tu n'es pas à l'abri de te retrouver d'un coup 13e à l'Ouest. C'est pas une catastrophe, mais ouais. Bon, après les Blazers, ça va se calmer. Allez, on a fait le tour des matchs. Juste, il y a eu quand même un trade hier qui impliquait encore une fois Dallas. Caleb Martin est envoyé de Philadelphie à Dallas. En l'échange, il y a Quentin Grimes qui se retrouve aux Sixers et les Sixers récupèrent aussi un second tour de draft. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, à la limite, là, dans leur logique de win now, oui, Caleb Martin, c'est un joueur plus mature, plus mûr que Grimes. Mais Grimes, dans le profil, je crois que cette année, il shoot mieux à 3 points que Caleb Martin. Il marque plus de points aussi. Il a lâché un pic, il a donné un pic à Harrison encore pour récupérer Martin en envoyant un joueur plus jeune. Bon, à terme, il a raison. Si c'est le Caleb Martin des playoffs avec le Heat il y a 2 ans, ouais, là, tu fais une vraie grosse plus-value, mais 5 ans de moins, je crois que j'avais lu, si je dis pas de bêtises, un Grimes, c'est celui qui, quand il défend sur un mec en direct, c'est celui qui provoque le plus faible pourcentage à 3 points chez ses adversaires, cette saison, en tout cas. Bon, c'est des stats, hein, mais l'évidence du trade, l'importance de faire ce trade-là me saute pas aux yeux. Peut-être qu'on verra après. Je trouve que c'est un très bon trade pour Philly. Un bon trade pour Dallas quand même. En fait, je trouve que c'est plutôt gagnant-gagnant. Okay. Après, évidemment, enfin, un peu comme toi, je me dis pas que c'est le trade qui fait toute la différence pour Dallas, mais c'est quand même, comme tu l'as dit, un joueur de qualité de plus. Je pense que Caleb Martin, dans un meilleur environnement que Philadelphie, ça peut mieux marcher parce qu'au final, les stats de Caleb Martin, là, elles sont semi-trompeuses dans le sens où il y a plein de moments où il joue dans le marasme complet des Sixers. Je pense que ça reste un joueur de qualité. Maintenant, ouais, il va venir pour jouer 3, quoi. C'est toujours le truc, quoi. C'est que pour moi, ces mecs-là, Caleb Martin, c'est un gars qui est intéressant. C'est quand il va jouer poste 4 fuyant avec Anthony Davis en 5. Dans ces line-up-là, ouais, ça va beaucoup m'intéresser. Mais je pense quand même que voilà, Dallas récupère un bon joueur qui a un contrat plus long que celui de Quentin Grimes, mais qui du coup est pas un gros contrat. Tu pourras toujours le refourguer un jour. Donc, je pense que ça reste correct à voir les performances. Par contre, il est blessé, Martin, en ce moment. Il n'a pas joué depuis un paquet de temps, non? Ça, j'ai pas fait gaffe, effectivement, c'est possible. Et je le vois plus dans les. Il n'a pas joué depuis. Attends, je regarde le 11 janvier. Puis le 11 janvier, il joue pas. C'est abusé même. Il récupère un joueur blessé quand même. Blessé après, à la hanche. Dans la perspective des playoffs, la hanche, par contre, ça peut être délicat. Mais dans la perspective des playoffs, je dirais que c'est un bon joueur. Par contre, pour les Sixers, pourquoi je trouve que c'est un très bon trade? Ça les fait passer sous le premier apron, je crois. Donc, très important au niveau des finances. Clairement, c'est un move des Sixers on se regagne de la flexibilité. C'est un truc dont on avait parlé à un moment pour un éventuel transfert de Yabusele, même si je pense que ça n'arrivera pas. Il est presque trop fort aujourd'hui pour être transféré. On regagne de la flexibilité et en même temps, on garde un joueur qui est plutôt bon au cas où ça marche et on va en play-off ou au play-in. Dans le sens où Grimes, il est plus sous contrat à partir de l'année prochaine. Donc, de toute façon, ils vont peut-être le laisser filer, tu vois, mais c'est pas grave. C'est un mec qu'ils ont pris pour 6 mois. Et du coup, les finances sur. Tu vois, Martin, c'était jusqu'en 2027. Donc, tu assainis tes finances. Grimes, comme tu l'as dit, il est bon cette saison. Il va pouvoir mettre des tirs. C'est toujours important quand tu as un mec comme Joel Embiid qui provoque tellement de prises à deux. C'est toujours important d'avoir un gars comme Grimes qui shoot, qui en plus peut défendre.
Un second tour de draft, ça paraît anodin, tu vois, mais on a vu que les seconds tours de draft ont une valeur, mine de rien, aujourd'hui en NBA, surtout quand tu les Ouais. accumules. Donc, c'est toujours ça de prix, c'est de la flexibilité, et en même temps, bah voilà, si tu vas au play-in ou en play-off, Grimes, il va toujours pouvoir t'aider. Donc, ça, c'est comme ça que je vois le trade. Ouais. Après, on peut rajouter que les Mavs n'ont pas terminé. Alors, n'ont pas terminé. Espère encore, rêverait. C'est le mot employé. Je pense qu'il est important le mot rêve. Je pense qu'il est important parce qu'il y a quand même une logique quand l'information est présentée, d'associer un nom d'équipe avec un nom de joueur. Et quand tu utilises le mot rêve, c'est une manière de faire comprendre qu'a priori, ça ne devrait quand même pas arriver. Mais les Mavs rêvent de Kevin Durant, Shai. Ouais, mais alors du coup, c'est quoi le deal? C'est un deal à 3? C'est pour que ce soit réalisable, c'est pas si évident quand même. Ce que je disais hier dans la late session, c'est que pour que ce soit réalisable, il faut lâcher au moins 4 joueurs. Parce que Kevin Durant, il est à 51 millions. Et aujourd'hui, les Mavs, dans leur effectif, ils ont Anthony Davis à 43 millions, Kyrie Irving à 41 millions. Donc, si tu vas ajouter un mec à 51 millions comme ça, il faut te séparer de Klay Thompson, de PG Washington, de Daniel Gafford, ou si c'est pas Gafford, c'est Najee Marshall et Max Christie. Et même là, je crois que tu n'arrives même pas encore au... Ou alors tu retransfères Caleb Martin. Enfin bref, c'est quand même très compliqué. Il va falloir que tu lâches au moins 4 joueurs pour Kevin Durant et derrière ta rotation. Et est-ce que Kevin Durant, Anthony Davis, Kyrie Irving, ça gagne un titre aujourd'hui, ça reste quand même très talentueux comme Pas victoire. mal, ouais. C'est très très talentueux. Par contre, ça peut être fragile physiquement. Mais je pense qu'en fait, la vraie info, c'est pas tant les Mavs qui rêvent de Kevin Durant, c'est qu'on commence beaucoup à parler de Kevin Durant à l'approche de cette deadline. Oui, ailleurs, c'est ça. Dans tous les cas, ailleurs qu'à Phoenix. Ouais. Après, si les Suns, ils veulent vraiment Butler, si c'est leur obsession et leur objectif, si tu peux pas trader Bradley Beal parce qu'il a pas envie, il reste Kevin Durant et Devin Booker. Devin Booker plus jeune, c'est presque mathématique après. Mais ouais, bon, ça, on va surveiller ça. On vous relaiera ça. La deadline, on va traiter ça. Houston sera intéressé, Golden State sera intéressé. Voilà, il y a du bruit autour de Kevin Durant. À voir, est-ce que c'est juste du bruit pour faire monter un peu la pression à l'approche de la deadline ou est-ce qu'il y a effectivement vraiment des deals? Mais c'est à surveiller tout ça. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus, Shai. Yes. On se retrouvera de toute façon demain, comme d'hab, pour un nouveau CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous.